Bonsoir à tous, bonsoir Justine. Bonsoir et bienvenue dans TS Live, l'émission de Télé Sorbonne. Au programme ce soir, étudiants et mécontents, ils sont de plus en plus nombreux à protester contre Parcoursup et la réforme d'entrée à l'université. Nous sommes allés à Paris 4 pour comprendre leur contestation. Manger des insectes, lancer des haches et faire du feu soi-même, la tendance survivaliste se développe partout en France. On est allé au salon du survivalisme pour rencontrer des organisateurs de stages de survie. Oronta viendra ensuite nous parler de toute l'actualité fashion dans sa rubrique mode. Et enfin, ils ont réalisé un film à petit budget. Leur objectif, raconter Paris au quotidien. Paul Saïsset et Grégoire Isvarine sont avec nous pour parler de leur film « Paris est une fête ». La rage monte chez les étudiants. Ils sont de plus en plus à rejoindre le mouvement de contestation contre la réforme d'entrée à l'université. Les blocus des universités se multiplient et se prolongent. Juliette, tu nous en dis plus ? Eh bien oui, quelques infos générales sur les contestations étudiantes qui ont lieu depuis quelques semaines sur les campus dans plusieurs villes de France. Donc le 22 mars est une date butoir puisqu'elle marquait les 50 ans des mobilisations étudiantes de mai 68 et marquait cette année aussi de nouvelles mobilisations. Des violences avaient éclaté dans l'université de Montpellier, Paul Valéry, dans un amphithéâtre plus particulièrement. Et depuis, de nombreuses contestations ont éclaté et 15 universités restent touchées sur 70, donc dans plusieurs villes françaises. Les syndicats étudiants sont les principaux contestataires et parmi les multiples causes de contestation et de mobilisation figure l'abrogation de la loi orientation et réussite des étudiants, dite la loi Vidal, sur la sélection de l'entrée à l'université. Aussi un petit retour sur les contestations de Paris, sur Lettres Sorbonne Université. C'est la première fois depuis la création du campus de Clignancourt en 2013 qu'il y a de telles contestations et de telles mobilisations. Après une première journée de mobilisation qui avait eu lieu le 29 mars et après une énième journée d'Assemblée générale, il a été voté aujourd'hui la reconduite de ces mobilisations jusqu'au 30 avril inclus. De plus, la Sorbonne Nouvelle n'est pas épargnée. Une assemblée générale s'est tenue sur le campus de Censier le 9 avril et en attendant, l'université reste bloquée. Et sur une note un peu plus légère, on va parler survivalisme. Les 23 et 24 mars dernier avait lieu à Paris la première édition du Salon du survivalisme. Alors tendance de passage ou vrai mouvement de société, on est allé rencontrer les organisateurs de stages de survie. Apprendre à survivre en autonomie et en harmonie avec la nature, c'était l'objectif du premier salon du survivalisme à Paris. Lancer de haches, escalade, gestes de premiers secours et conférences, les pros de la tendance survivaliste étaient réunis pour partager leurs passions, leurs astuces et les équipements nécessaires pour tenter l'aventure en toute sécurité. Et apprend aux gens à retrouver de l'autonomie, c'est-à-dire à être capable de se débrouiller par eux-mêmes, de trouver de l'eau, la rendre potable, comment s'alimenter, connaître un certain nombre de plantes sauvages, qu'est-ce qu'on peut stocker chez soi pour pas dire autrement, si demain il y a un événement naturel qui fait que vous ne pouvez pas aller travailler, que les magasins sont pas alimentés. Bon, un objectif c'est de revenir à une notion de liberté. Plus vous êtes autonome, moins vous vous devez à la société et vous pouvez vous recentrer sur vous-même et vos vrais besoins. Que les gens n'aillent pas vers l'autonomie, comme souvent on va dans le survivalisme par mode, et ce soit pour des vraies raisons. Et les raisonnements, ce soit suite à des événements climatiques, économiques, ou bien du nucléaire civil, pour moi, avant les 15 prochaines années, on vivra des vrais phénomènes de rupture de seuil en France. Tendance de fond ou simple mode, le survivalisme attire de plus en plus, un marché qui se développe et se diversifie. Aujourd'hui, on peut même faire des stages de survivalisme avec son chien. Voilà, et il faut quand même débourser entre 160 et 250 € pour un stage de survie qui dure de 2 à 4 jours. Et qui dit survie, dit expérience un peu particulière, dit expérience culinaire plutôt un peu particulière. Et on a ici des barres chocolatées au grillon qui sont produites donc, dans une petite entreprise dans l'est de la France. Les grillons sont quand même assez
visible, mais c'est délicieux si tu veux goûter, Justine. Avec joie. Et voilà, donc vous pouvez trouver ça un peu partout. La marque s'appelle Ihu. C'est une des nombreuses qui fait des petits grillons en barre chocolatée ou pour l'apéro. C'est délicieux. Et nous accueillons Orenthal. Tu viens nous parler des dernières tendances, des derniers défilés et des derniers créateurs à suivre de près. Que s'est-il passé cette semaine dans le petit monde de la mode? Alors, salut les filles, bonsoir à tous. Bah oui, il s'est passé beaucoup de choses dans le monde de la mode ces dernières semaines, avec un véritable mercato chez les directeurs artistiques, notamment la nomination de Virgil Abloh, fondateur de la marque Off-White, qui est maintenant directeur artistique chez Louis Vuitton. Donc ça veut dire que le défilé Louis Vuitton sera l'un des plus attendus de la Fashion Week de Paris dès cet été. On a ensuite chez Dior Homme la nomination de Kim Jones, qui était préalablement chez Louis Vuitton. Et chez Berluti, on prend Chris Van Asch, qui était, lui, à la maison Dior Homme. Donc un véritable jeu des chaises musicales. C'est à en perdre totalement la tête. Ensuite, on va revenir un peu plus dans la réalité avec le défilé Dolce & Gabbana 2 qui s'est déroulé à New York au Metropolitan Opera. C'était un véritable show. On avait Naomi Campbell en statue de la liberté. On avait des roses partout, des fleurs partout. Et ils se sont même payé le luxe de faire un petit feu d'artifice à la fin. Donc ça veut dire qu'on est quand même vachement dans une saison printemps-été qui va être assez florissante. Est-ce que tu as des bons plans à nous proposer? Oui, alors il y a 2 expositions, je suis désolé, ce mois-ci c'est un peu difficile au niveau des bons plans, mais on a 2 expositions qui sont super. La première, ça s'appelle Dancing in the Streets, elle est dédiée au photographe de mode Peter Knapp, qui a été directeur de chez Elle, photographe de mode à succès. Il était aussi cinéaste et graphiste. C'est à la Cité de la Mode et du Design. C'est seulement 4 € pour les étudiants, donc il faut vraiment foncer. La deuxième exposition est dédiée à un créateur dont j'ai déjà parlé le mois dernier, c'est Martin Margiela, mais cette fois-ci chez Hermès, et c'est cette fois-ci aux Arts Déco. Donc là aussi, 12 collections superbes qui montrent son talent et tout son génie et toute sa technique. Donc c'est vraiment à ne pas manquer. C'est jusqu'au 2 septembre 2018. Moi j'ai déjà vu 2 fois. C'est magnifique. Et c'était malheureusement le dernier bon plan que j'avais. Mais vous inquiétez pas, on va revenir très prochainement avec de nouvelles informations sur la mode. Merci Orenthal. Réaliser un film à petit budget dans les conditions du réel, c'est le pari que se sont lancés un groupe d'amis passionnés de cinéma. 3 ans plus tard, leur film Paris est une fête s'apprête à voir le jour. Paul Saïsset et Grégoire Isvarine ont travaillé et joué dans le film. Et ils sont là pour nous en parler. On regarde un extrait et on en reparle après. Je veux que tu partes avec moi. Il y a un avion qui vient de se cracher. Oui, et qui allait à Barcelone. Tu aurais pu crever et tu penses qu'à courir, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? J'ai des trucs dans ma tête, ça te regarde peut-être pas. Bonjour Paul, bonjour Grégoire, merci d'être avec Bonjour. nous ce soir. Donc est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet, d'où est venue l'idée et comment vous êtes passé d'un court-métrage du coup à un long-métrage de 3 ans? C'est parti de l'envie d'Elisabeth Vogler de tester un dispositif technique qu'elle avait mis au point et qui consiste à juste poser un tout petit boîtier de caméra sur un stabilisateur gyroscopique et donc forcément, c'est l'intérêt du dispositif, de filmer en mouvement.
Donc sa première envie, ça a été de filmer dans la rue. Et comme ça rendait bien, on s'était dit que c'était encore plus beau avec des foules. Et c'est parti de ça, et du coup d'un petit court-métrage sans vraiment scénario, après on s'est dit on va faire ça pendant 3 ans. Voilà. On s'est jamais dit on va faire ça pendant 3 ans. Oui, parce Ça que a duré 3 ans. Vous n'aviez pas de date en fait. Tu veux pas le projet d'année ? Mais parce que du coup, comment vous avez déterminé la date de fin? Qu'est-ce qui vous a dit on arrête maintenant? C'est peut-être le dernier discours d'Emmanuel Macron au moment des obsèques de Johnny. En fait, il faut savoir qu'on avait déjà utilisé un discours d'un autre président, qui était celui du président Hollande, donc durant le crash de la Germanwings, et qui en fait, au début du film, illustre le crash de l'avion dans lequel le personnage d'Anna, donc Noémie Schmidt à l'écran, elle est censée avoir raté cet avion, et donc l'avion de la Germanwings est celui qui est censé s'être écrasé dans les Pyrénées, quoi. Puis on allait filmer les obsèques de Johnny en fait, et on s'attendait pas du tout à avoir ce discours-là. Emmanuel Macron nous a fait un discours assez métaphysique sur l'esprit de la nation et l'esprit du peuple français. En tout cas, nous, c'est ce qu'on en a retiré. Parce qu'il était tout le temps question de Johnny, mais nous, ce qu'on entendait, c'était le peuple français. Et donc, on avait Hollande, Macron, et puis Nuit debout au milieu. On s'était dit que c'était pas mal comme portrait de Paris. On a pu voir que c'était un film à petit budget. Comment vous en êtes sorti par rapport aux autres C'était films? pas un film à petit budget, c'était un film sans budget. On a été contraint, mais pas contraint par choix artistique, d'investir de l'argent. Après un certain temps de tournage, c'était vraiment pour une seule séquence qui était importante, puisque c'est la seule séquence en intérieur du film. Et on a demandé, il fallait la location d'un théâtre, les Bouffes du Nord, qui coûte pas rien, et surtout la location d'une grue spéciale, avec le technicien bien évidemment formé pour l'utiliser, et ça a représenté 4 000 €. Une séquence, c'est les seuls sous qui sont investis dans le film, et après le reste, c'est de l'amitié, de la passion. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est pas tant un film avec petit budget qu'un film qui a été fait coûte que coûte en fait. C'est-à-dire que la question de l'argent, elle était absente dès le départ. Nous, on voulait tester des choses. Elisabeth voulait tester un dispositif. Les acteurs voulaient se confronter à ce que c'est de jouer dans la réalité, là, dans la rue, avec les gens, et puis qui peuvent intervenir comme ça. Greg aurait peut-être des anecdotes un peu rigolotes à raconter à ce sujet. On était tous des jeunes qui, autour de 25-30 ans, qui bossaient plus ou moins dans le milieu du cinéma, et on s'est dit, nous on a envie de faire des films tels qu'on l'entend, plutôt que la manière dont le système classique fait et fabrique des films. Et du coup, on s'est lancé. On a fait... Et surtout, le fait que comme on est de la toute petite première génération qui arrive sur le marché du travail, c'est pas forcément le genre d'activité qu'on va nous offrir. Ouais. On va pas me filer un rôle où je vais tourner pendant 1 an, enfin des années dans la rue, ça n'existe pas. Au mieux, j'ai un petit rôle quelque part, et voilà. Et vice versa, pareil pour l'image, le son, tout ça. Est-ce qu'il y a un message que vous essayez de véhiculer dans ce film justement? Le film peut avoir un certain propos politique, puisque c'est présenter des événements qui ont été importants et qui ont marqué vraiment la jeunesse parisienne, et plus généralement, on l'espère, la jeunesse française de ces 3 dernières années. Il y a des événements comme les manifestations contre le travail. On était là également à la manif qui a été interdite contre la COP21, pendant les manifs Charlie aussi. Et bien sûr, politiquement, c'est quelque chose de montrer ces lieux-là. Après, le film ne parle pas de politique, ne fait pas de politique politicienne en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas un discours, on n'a pas un discours prémâché à proposer, mais on fait un constat de à quoi ressemble Paris depuis ces 3 dernières années. Du coup, c'est quoi les projets pour la suite? Vous voulez que ce film aille au cinéma ou que... Bah ouais, on aimerait beaucoup que le film aille au cinéma. On a construit un film qui est assez sensoriel. Et du coup, nous, on imagine difficilement
que les gens regardent ça sur leur petit écran d'ordi, un 13 pouces avec un son dégueu qui sort des enceintes. On a envie d'une vraie expérience de cinéma. Merci beaucoup d'être venu nous parler de votre film. On vous souhaite bonne chance. Et, Merci à vous. Et c'est la fin de cette émission TS Live. Merci de nous avoir regardés et on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission.